Il est assurément intéressant et louable de rechercher les personnalités de l'extérieur, réfugiés ou exilés, qui ont fait Genève. Mais on ne saurait passer sous silence que la République a été faite essentiellement par des Genevois. Des Genevois de souche, et Alain Dufour en est sans doute la meilleure illustration. Il est issu d'un lignage tout à fait remarquable, les Dufour de Cartigny, dont les premières traces remontent au XVIe siècle et sans doute avant. Bourgeois depuis 1768, les Dufour sont parfaitement représentatifs de ces familles qui ont façonné le tissu de la cité en lui donnant des horlogers et des industriels, des juristes et des magistrats, des commerçants et des intellectuels, des pasteurs et des banquiers. Quand on regarde l'arbre des Dufour, on y trouve des alliances avec les Faisans, les Vauchers, les Bouviers, les Ramus, les Coulins, les Eyères, les Galopins et bien d'autres, autant de familles qui ont porté le protestantisme et le libéralisme de la cité pendant des siècles et qu'un des leurs, Gaspard Valette, a si bien décrit dans ses Croquis genevois de 1912. Dès sa naissance, il y a 90 ans, Alain a baigné dans ses valeurs, les faisant siennes et les portant à son tour à un niveau très exceptionnel. Son père, Léon Dufour, il Leone, était un industriel érudit d'une parfaite urbanité, né en 1879, marqué par son propre père, Théophile Dufour, juriste, député, juge, directeur des archives, puis de la bibliothèque, chartiste, spécialiste du XVIe siècle et de Rousseau, dont Valette dit, dans ses croquis, après l'avoir caché sous le nom de Théodule Boulanger, qu'il était connu pour l'acribie de sa critique et craint pour la vigueur de ses coups de boutoir. Je le cite, « Il jouissait d'avance à l'idée d'éblouir Gaston Luguet, un savant académicien français, et peut-être l'embarrasser un peu en lui décrivant subitement une pièce curieuse et décisive qu'il venait de découvrir sur le rôle des francs-maçons dans la condamnation des Jésuites en France en 1762. Alain n'a pas connu son grand-père, mort 5 ans avant sa naissance, mais il en parlait avec admiration, rapportant avec humour des traits d'un caractère puissant et souvent malcommode. En revanche, il a connu sa grand-mère, épouse de Théophile Dufour, qui était la fille de l'érudit Henri Bordier. Ce dernier, genevois de naissance, avait repris la nationalité française. Diplômé de l'École des Chartes en 1839, archiviste aux Archives nationales en 1953, il contribua ensuite, après avoir quitté les archives par opposition à Napoléon III, il les quitta en même temps que Jules Michelet, excusez du peu, il contribua à monter la fameuse bibliothèque du protestantisme français. Conservateur honoraire des manuscrits de la Bibliothèque nationale en 1871, après la chute de Badinguet, il passait chaque été à Châtelaine, dans la maison appelée aujourd'hui la Concorde, bâtie en 1794 par Jean-Baptiste Fassiot, où il effectuait les recherches nécessaires à la nouvelle édition de la France protestante. Sa grande œuvre restait malheureusement inachevée. Et Bordier fit exécuter à ses frais l'incontournable répertoire des notaires genevois des archives d'État, et il dénonça les vols commis par les galifes dans les archives genevoises, et enfin, il rompit une lance en faveur de l'historicité de Guillaume Tell. Alain grandit sous l'ombre portée de ses illustres aïeux.
aux 4 Athénées en hiver, en été à Versoix, dans la délicieuse maison de la famille de sa mère, les Belly, désormais siège de la mairie de Versoix, et après la séparation de ses parents à Bellerive, dans la maison acquise par son père au bord du lac, il passait des heures claires. Il ne fréquenta ni l'école privée, ni l'école Brechbull, mais une petite école privée encore plus sélecte, l'école de mademoiselle Champeau, où il apprit à lire, à écrire, à compter et à mémoriser les cantiques du psautier roman. Enfin, enfance et adolescence volontairement studieuses, il fut occupé à dévorer les livres d'histoire, depuis les grands folios merveilleusement illustrés, présentant à la jeunesse les grands rois de France, François Ier, Louis XIV, Henri IV, évidemment le préféré d'Alain, jusqu'aux traités de plus en plus ardus mais si passionnants de Michelet ou d'Édouard Quinet. Alain avait un frère, Jean-René, de 5 ans son aîné, tendrement aimé. Il avait du côté maternel des cousines, charmantes et ravissantes, Denise, épouse de Marc Chamet, Claire-Lise, épouse de Michel Pitet, puis de Brice Sommer. Il avait une tante, tante Hélène, épouse de l'illustre Eugène Pitard, remarquable femme de lettres, romancière. Son Soleil enseveli de 1929 se laisse encore tout à fait lire. Elle était en plus journaliste et historienne, biographe de Rousseau, Dunant et de Germaine de Staël. Incontestablement. Alain se développa dans une atmosphère familiale de haute culture. À la littérature et à l'histoire, il ajoutait un goût prononcé pour la musique et dès sa prime jeunesse pour l'Italie. Après des études classiques au collège, où il était le meilleur des camarades, très intelligent, généreux, réaliste, dédramatisant les situations embrouillées, éloigné des intrigues et attentionné, il avait pour amis Pierre Ruderlin, Pierre Sarrazin, Nicolas Bouvier, Lucien Fischer, Thierry Vernet et tant d'autres encore, qui se retrouvaient à la belle saison à Bellerive pour des après-midi partagés entre discussions, lectures studieuses et plaisirs nautiques. Bref, une belle et bonne vie qui se prolongea jusqu'à y compris l'entrée d'Alain à la faculté des lettres. Il eut des profs de qualité, pour la littérature Marcel Raymond, pour l'histoire Paul Geisendorf et surtout Paul-Edmond Martin. Son ami à l'école des Chartes, Emmanuel Poul, l'entendant parler de ce dernier, se demandait qui était ce philologue répondant au patronyme de Paulet de Montmartin, dont Alain parlait souvent et avec respect. Après sa licence, ce fut l'école des Chartes, sur les traces de son grand-père et de son arrière-grand-père, puis en 1955, un hiver à Naples, à l'Institut Croce, où il se trouva confronté à l'historiographie marxiste et prit meilleure conscience des ressorts de l'historiographie libérale dont il se réclamait, pour laquelle, comme le dit si bien Giovanni Bousino à propos d'Alain, il n'y a pas de dernière instance de déterminisme économique, géographique ou sociaux, ni d'antagonismes primordiaux entre ville et campagne au sein du monde humain signifiant. Je me rappelle qu'en 1965, au Congrès international des sciences historiques, il m'expliquait dans un café de Vienne qu'il avait compris à Naples comment les idées politiques s'imposent à de vastes ensembles humains, puis se traduisent en actions collectives. Cette prise de conscience l'avait convaincu de continuer à militer pour la chose publique au sein du Parti démocrate, comme s'appelaient alors les libéraux, auquel sa famille était attachée depuis des lustres. La famille, je l'ai dit, était non seulement libérale, elle était aussi protestante. Alain fit son instruction religieuse comme tous les petits Genevois protestants de son époque. Il en fut marqué à jamais. Il faut dire que son catéchèse était marquant.
Jean de Saussure, pasteur de Saint-Pierre, espoir du protestantisme libéral après sa brillante thèse sur les contradictions de la pensée religieuse de Kant, avait vécu une sorte de conversion en lisant Calvin et avait lancé un important mouvement de renouveau calviniste. Renonçant à la théologie moralisante de la conscience en vogue chez les protestants libéraux, Saussure avait remis en évidence la théologie de la parole de Dieu qui, de saint Paul en passant par saint Augustin, menait aux réformateurs du XVIe siècle. Alain bénéficia et adhéra à ce renouveau. Il fut sensibilisé non seulement à la tradition théologique réformée, mais également au début du dialogue œcuménique dont Saussure avait été l'instigateur avec le groupe de dialogue des Dombes. C'est grâce à Jean de Saussure qu'Alain put épouser Christiane de Frouville sans que ni lui ni vous, Christiane, n'ayez été obligés de renoncer à votre tradition religieuse. Saussure avait entendu parler d'une église qui, à Amsterdam, permettait de telles unions œcuméniques et vous en avez communiqué les coordonnées. Ce fut le début d'un nouveau chapitre d'Alain Dufour en famille, certainement le plus beau. Pendant près de 50 ans, vous avez fait de votre union un foyer rayonnant d'amour et d'amitié, matérialisé par la maison que vous avez construite à Bellerive, qui, avec la Grand-Rue, a été pour vous, pour vos proches, pour vos innombrables amis, un havre de grâce dont chacun et chacune ce soir se souviennent avec une immense gratitude, comme des lieux d'exception, d'accueil, de partage, d'intelligence, de foi et de bonne vie. C'est bien sûr avec émotion que je vous dis merci Alain, merci Christiane.